Bonjour, bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, nous allons voyager avec un jeune multipreneur, comme j'appelle, un entrepreneur qui a plusieurs entreprises et j'ai nommé Monsieur Anthony de Alias Entrepreneur. Je travaille beaucoup trop. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. J'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début, c'était le rêve, mais aujourd'hui, tu n'as plus de vie. Tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'Éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti. Bonjour Anthony, comment vas-tu? Salut Lucie, ça va bien toi? Ah, moi, ça va super bien. Écoute, Anthony, petite curiosité de ma part, comment c'est arrivé dans ta vie, l'entrepreneuriat? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Est-ce que tu as grandi là-dedans? Mes parents, ils n'étaient pas entrepreneurs. Ma mère, c'était une solopreneur, comme qu'on aime les appeler, là. Ma mère est propriétaire d'un petit salon de coiffure qu'on avait chez moi, mais je peux pas dire. J'ai jamais considéré ma mère comme entrepreneur jusqu'à tout récemment parce que c'était. Pour moi, c'était comme elle avait un travail. Alors, l'entrepreneuriat est venu chez moi par hasard, je dirais plus. Je connaissais pas c'était quoi un entrepreneur, mais si je recule dans mon passé, je peux dire que l'entrepreneuriat était naturel. On retourne de ça, j'ai une drôle d'histoire avec ça, mais on retourne quand j'avais entre 5 et 7 ans. Là. OK, quand même. Oui, c'est ça, exact. Exact. Aujourd'hui, avec mes connaissances en entrepreneuriat, je peux faire le retour en arrière, mais à l'époque, je ne pouvais pas dire « Hey, je suis entrepreneur parce que j'ai fait ça. » tu sais. Mais si je retourne à quand j'avais 5 à 7 ans, j'avais des amis dans la cour d'école qui passaient à la Tribune, qui est le journal local de la ville de Sherbrooke. Alors, moi, je suis originaire de Sherbrooke, puis il y avait des camelots. Puis, être camelot, c'est un peu comme avoir une petite entreprise. C'est tu fais de porte à porte, tu vas porter le journal, tu développes ta clientèle, tu vas récolter ton argent, tu fais ta comptabilité, tu vas faire ton dépôt pour payer tes journaux puis revendre tes journaux. C'est vraiment ça, être camelot. Pas beaucoup de dollars par semaine. On va se le dire. Oui, exactement. Mais c'est un commencement. Puis moi, mon rêve, là, c'était d'avoir ma première voiture à 18 ans. J'avais pas à 18 ans, à 16 ans. Je viens pas d'une famille très fortunée. Classe moyenne, mais mes parents n'allaient pas me donner une voiture, je le savais, puis moi, j'ai toujours voulu être autonome, alors je voulais ma voiture. Je me suis dit, dès le jeune âge, il faut que je mette de l'argent de côté, puis il faut que j'économise. Fait que l'histoire commence de cette façon-là. Je suis dans la cour d'école, je suis un peu jaloux des gens qui passent la tribune, puis je me dis, hey, moi, j'aimerais ça me lever le matin, aller passer le journal, commencer à ramasser mon argent de poche. Puis là, je me suis dit, comment que je peux faire? Mon voisin, que c'est lui qui avait la run à l'époque, on appelle ça une run. Puis je vais le voir, puis je dis, hey, toi, t'aimes-tu ça faire ça ou t'es tanné de le faire? Il me dit, ben là, je suis écœuré, j'ai le goût de me débarrasser de ça. Je dis, ben moi, je t'ai intéressé à reprendre ta run. C'était toutes les maisons autour de mon. De chez toi. Exactement. Fait que là, je dis, moi, je t'ai intéressé. Mais il dit, ça prend un âge minimum ou l'accord des parents. Mais je dis, hey, mon père, il serait content que je le fasse. Il est au courant, puis il va être content. Mais moi, j'en avais pas parlé à mon père. Et je savais qu'à tous les dimanches matin, on déjeunait ensemble à 9 h. Tous les dimanches matins, c'était routinier chez moi jusqu'à temps que je parte de chez moi, je pense. Je suis parti chez moi tard, 21, 22 ans. On déjeunait à tous les dimanches matins. Mon père préparait un gros déjeuner. Alors, pour moi, c'était simple. J'ai dit, qui qu'il faut que j'appelle? Je vais lui donner rendez-vous chez moi le dimanche matin. Je vais lui dire que mon père est au courant, puis je vais reprendre la run de tribune, tu sais. Fait que c'est exactement ça que ça s'est fait. J'ai eu le numéro de téléphone, j'ai appelé le monsieur. J'ai dit, bonjour, je suis Anthony, j'aimerais ça reprendre la run de tribune de monsieur Untel. Vous pouvez venir chez moi dimanche matin à 9 h, n'importe quel dimanche matin. Mon père est au courant, on va vous rencontrer, puis on va reprendre la run qu'il ne veut plus avoir. Fait que c'est arrivé comme ça. Un dimanche matin, il y a un monsieur qui cogne à la porte. Je m'en vais répondre, je dis, ouais, bonjour, c'est pour la run de tribune. Oui, viens, on va aller s'asseoir. Puis là, j'ai présenté le monsieur à mes parents, puis j'ai tout fait dérouler ça. Puis
pourquoi je dis que c'est un début de l'entrepreneuriat? Ben, c'est une première initiative de partir en affaires. J'avais pas de patron. Il y a personne qui me disait le matin, lève-toi, allez passer la tribune. Fait que je me lève, j'y allais, puis il fallait que je développe ma clientèle aussi parce que c'est très... Pour faire de l'argent, passer de la tribune, puis de l'argent, c'est un grand mot, là, mais pour au moins... L'épargne. Exact. Mais pour que ça soit plus rentable, mon matin, que j'aie 40 clients ou que j'en ai 80, c'était pas beaucoup plus long. Qu'est-ce qui était long? C'était de faire le trajet entre les maisons. Alors, si sur 1 kilomètre, j'avais 40 clients ou 80, c'est relativement le même temps. Alors, moi, je me suis dit, ben, je vais aller faire du porte-à-porte, je vais aller demander des niveaux s'ils seraient intéressés d'avoir la tribune. Puis, c'était beaucoup plus rentable s'ils payaient à la semaine à moi que s'ils payaient à l'année À l'entreprise. À l'entreprise. Parce que quand ils payaient à la semaine à moi, j'avais une cote. Puis en plus, ils me donnaient des commissions, pas des commissions, mais du pourboire. À toutes les. J'allais faire ma collecte à toutes les 2 semaines, mais naturellement, ça, c'est venu à moi. Alors, j'ai passé la tribune pendant pas pendant 2 ans, pendant 6 ans de temps, jusqu'à temps que je rentre au pensionnat. Puis ça a vraiment rentré en moi. Puis l'initiative vers ce style de projet-là, après ça, c'est comme rester. Ensuite de ça, mon grand-père, il y avait une entreprise de distribution de produits sanitaires. C'était une petite entreprise de distribution. Il y avait... Puis moi, dans mes journées de congé, c'était un excellent vendeur. Puis moi, j'étais un magnate de voitures. Alors, lui, sa clientèle, c'était les concessionnaires de voitures. Alors, j'allais dans mes journées de congé faire le tour des concessions de voitures pour voir des voitures de luxe, puis me promener, puis aller rencontrer les gens. Fait que dès mon jeune âge, j'ai appris les rudiments de la vente, de rentrer dans un endroit pour aller faire une livraison, puis essayer de repartir avec une autre commande. Parce que c'est ça le rôle d'un livreur à l'époque, là, c'était dans ce style de business-là, c'est que j'y allais, on parlait avec, puis le but, c'était qu'il te repasse une autre commande ou qu'il te réfère à quelqu'un, tu sais. OK. Fait que c'est le même que j'ai appris. Puis là, j'ai fait de mon secondaire à l'école privée. Je me suis impliqué dans toutes les comités étudiants. J'étais au pensionnat, fait qu'on c'était géré un petit peu par les élèves. J'ai appris beaucoup la gestion à ce niveau-là. Mais c'est vraiment arrivé au cégep que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Pur et dur. J'étais dans un cégep où est-ce qu'on était très peu dans les classes. Un cégep, un collégial privé. J'avais été recruté au basket là-bas. Puis, dans ma classe, on était 8 étudiants. Oh, OK. Pour un cégep, c'est vraiment pas beaucoup, là. Non. On était peut-être 12, là, mais c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais pourquoi que j'étais allé là? J'étais pas quelqu'un qui était particulièrement bon à l'école. J'avais des notes correctes avec un français très médiocre. Okay. Alors, dans cette école-là, j'avais un support pour m'aider. On était des petites classes, alors j'avais un support pour m'aider. Mais dans ces groupes-là, vu que c'est un collégial privé, c'est là que j'ai vraiment découvert l'entrepreneuriat par les parents de mes amis. Il y avait des entreprises à plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Alors, j'ai découvert tout un autre monde en discutant avec eux. Moi, je viens d'un monde où est-ce que mon père, c'est un fonctionnaire, où est-ce que les amis de mes parents qui côtoient, c'est des salariés, parfois des hauts salariés, mais très peu d'entrepreneurs. Puis là, je suis tombé dans une classe où est-ce que les parents de mes amis, ils étaient à retraite. Il y avait des entreprises qui travaillaient peu à l'intérieur. Il y avait tout ce qu'on n'avait pas, en fait, tu sais, des grosses maisons sur le bord de l'eau, des bateaux de wake. Puis, c'est là que la liberté de l'entrepreneuriat a commencé à me susciter mon intérêt à dire pourquoi que j'irais travailler pour une grosse organisation quand que je pourrais partir une organisation puis devenir le chef de cette organisation-là. Puis c'est là que j'ai décidé de partir une compagnie de tonte de gazon et de lavage de vitres. OK. Fait qu'on voit le parcours, là. C'est comme, t'es vraiment tombé dans la soupe. Exactement. Moi, j'ai tripé à fond. Puis avec mon ami du cégep, on était dans le cours d'administration. J'ai fait mon cégep en administration. C'était sciences humaines avec le profil mathématique. Puis là, je pars cette entreprise-là avec mon bon ami. Puis là, je dis, Anto, on va faire de ce business-là, on va décoller ça, puis tout. Puis,
ça tombait que mon ami, son père, il avait une imprimerie qui roulait beaucoup de formules d'affaires, puis d'enveloppes. Si on recule avec plusieurs années, il y a eu des très bonnes années dans les formules d'affaires. Puis là, je passais avec lui, son père nous aide à acheter l'équipement puis à nous starter. Son père, c'était notre premier contrat. Il nous aidait beaucoup parce que c'était un domaine qui prenait à peu près une journée de tonte de gazon à tracteur, à 2 tracteurs. Alors, en partant, on avait 20% de l'été de bouquet. Déjà pas payé pour partir, là, c'est pas si C'est ça. Après ça, on voulait faire du lavage de vitre, ben, au nombre de fenêtres qu'il y avait chez eux, ben, c'était déjà un premier contrat. Fait qu'on est parti là de cette façon-là, puis après ça, on était chercher plusieurs autres contrats avec l'aide de son père, puis moi, j'étais un gars de vente à la base, alors on faisait du porte-à-porte, on avait imprimé des flyers par son père, puis on avait distribué ça dans tout le patelin d'Eastman pour développer la business. Puis ça, pourquoi que je parle de cette histoire-là, c'est ça que je pense qu'il y a eu un pivot dans ma carrière. Parce qu'on a décollé ça à deux, mais comme plusieurs histoires d'entrepreneurs, quand on commence, les revenus, c'est toujours plus beau sur papier que qu'est-ce qu'on voit dans le compte de banque. On a décollé, on avait pris un prêt à son père. Notre plus gros contrat, c'était le contrat à son père. Puis au final, on n'avait pas besoin d'être deux pour la première année. Fait que mon ami, il me dit « Ah, Anthony, ça te dérangerait-tu que je garde la business? Puis on repartira un autre projet plus tard, mais c'était pas assez de revenus pour justifier 2 salaires à temps plein initialement. » Puis moi, au même moment, j'avais eu une offre d'emploi de stagiaire dans une concession de location de voiture. Je me suis dit, je vais aller travailler là, puis c'est correct, je vais avoir appris avec ça. Mais cette histoire-là, ça a vraiment eu un tremplin parce que je vais y revenir plus tard. Il faut se rappeler que le monsieur, il avait une imprimerie. C'est ça qui est le plus important de cette histoire-là. Puis l'entreprise roule encore aujourd'hui. Maintenant, ils font du paysagement, de la tonte de gazon, du déneigement. C'est vraiment une super de belle business, là. Honnêtement, là, c'est impressionnant qu'est-ce que mon ami a réussi à faire avec ce business-là. Mais je suis rentré à l'université, puis je suis pas physiquement, je suis pas quelqu'un de très endurant. Tu sais, je pourrais pas travailler physiquement toute ma vie. Je me ferais des tandinettes dans le temps de le dire. Je suis plus un gars d'ordinateur que de tonte de gazon puis de paysagement. Lever des grosses roches pour faire un muret de pierre, là, c'est pas, c'est pas pour pas moi. évident, Okay. Exact, c'est pas pour moi. Fait que tranquillement, je suis rentré à l'université en administration. Puis, je me suis dit, une carrière qui me plairait, ça serait devenir planificateur financier. Ça fait dans mon profil. Développement des affaires, je suis bon. Je suis bon avec les chiffres. Je suis bon en finance pour mon âge. J'étais une référence dans le domaine financier. Fait que je suis vraiment rentré à l'université pour devenir planificateur financier. Je trouvais que c'est une carrière qui était intéressante. Puis c'est là que le virage est arrivé. Avec l'histoire de l'entrepreneuriat que j'ai eu, mes amis que j'ai fait au cégep qui m'ont suivi à l'université, dans notre premier cours de gestion qui était ADM 101, on avait une simulation à faire qui était de partir une entreprise virtuelle où est-ce qu'on était en concurrence avec toutes les autres entreprises de la classe. Puis c'était un golf avec un restaurant, un hôtel, puis j'ai tellement trippé sur ce projet-là. On s'était donné à fond avec mes amis. Puis on avait gagné le concours, puis on avait monté une entreprise virtuellement, mais tout comme si c'était vrai. Puis j'ai tellement eu la piqûre, Lucie, là, de bâtir ça que je me suis dit, j'ai fait le switch de bac de finance à management pour aller vraiment me concentrer, faire toutes mes connaissances en gestion globale. Fait qu'autant en gestion d'entreprise qu'en finance, qu'en comptabilité, qu'en marketing. Parce que je m'étais rendu compte dans le cours de finance, disons qu'on avait 12 cours de finance, mais les 8 premiers étaient dans le cours de management, puis les 4 cours avancés que je ne voyais pas quand j'allais m'en servir, je ne voyais pas l'utilité, mais je me dis, j'aime bien mieux avoir 4 cours de marketing de plus que 4 cours de finance. C'est vraiment là que c'est parti. J'ai fait des stages en grande entreprise parce que au bac où est-ce que j'étais, on faisait des stages. J'étais allé faire des stages chez Bombardier Produits Récréatifs en market planning à l'international. Puis c'était un stage
vraiment plus en informatique au final. C'était de faire du reporting. Puis moi, j'avais été voir mon responsable de stage, puis j'avais dit, au lieu de faire du reporting à tous les jours, j'ai des bases informatiques, puis j'adore ça. Ça serait-tu possible que j'automatise tout le reporting? Alors, au lieu d'avoir un stagiaire fois après fois, ça se ferait tout seul, il n'y aurait plus besoin d'avoir personne. Alors, pendant 2 ans, j'ai travaillé à temps plein pendant mes stages, puis à temps partiel dans une grosse organisation pour développer ce système-là. Puis, à la fin de cette expérience-là, ça a pris, je pense, 6 mois avant qu'ils le mettent en place. Puis le système, il fonctionnait bien, ça sauvait des heures de travail. Puis ça m'a tellement écœuré, Lucie, la grosse corporation, la lourdeur administrative, les échelons, les compétitions entre les départements, ceux qui se protégeaient leur poste parce que si on passait... ça m'a tellement écœuré que je me suis dit, ah non, je ne suis pas faite pour la grosse organisation. Puis, au même moment, j'étais rendu à mon dernier stage à l'université, puis j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Guy Rouleau, qu'il avait une start-up en informatique. Puis, on a jasé ensemble pendant une journée de temps. Puis, il m'a dit, « Hey, Anthony, si ça t'intéresse de ne pas être dans une grosse corporation puis de prendre des parts dans une entreprise, j'ai une start-up, c'est un logiciel de rédaction de rapport pour inspecteurs en bâtiment. Viens à Montréal, tu vas pouvoir développer ça, puis si ça fonctionne après ton stage, tu vas pouvoir avoir des parts dans l'entreprise, puis partir ta carrière avec ça. » Puis moi, ça m'intéressait vraiment beaucoup. C'était un monsieur, quand je l'ai rencontré, avec tous les critères d'une réussite en informatique, ils avaient tout autour de lui. Fait qu'il y avait les connaissances, il y avait des histoires à succès dans le passé, fait qu'il y avait tout ça. Puis là, je m'attendais à rentrer dans une start-up à la Silicon Valley. Quand on parle de due diligence avant de rentrer dans un projet, là, ça je n'ai pas fait du tout. Alors, juste l'idée du projet m'a vraiment excité. Il m'a tout expliqué le concept du SaaS, de la location de services informatiques principalement. Là. C'est des logiciels que tu loues année après année. Puis ça m'a tellement excité que je me suis dit, hey, j'embarque là-dedans pour me rendre compte que quand je suis rentré, il y avait 7 clients, une couple de milliers de dollars de chiffre d'affaires, en bas de 10 000 $ de chiffre d'affaires. Puis aucun employé, aucun programmeur à temps plein. Il y avait des associés qui étaient là. Puis, il fallait tout faire, en fait. Là, il fallait faire le match de maths, il fallait repousser le logiciel, il fallait l'améliorer, il fallait attaquer le marché. Puis, à force de faire des études de marché, la business, j'ai réussi à faire décoller tranquillement. Puis, à force de faire des études de marché, je me suis rendu compte que le market était trop petit pour me permettre d'atteindre mes objectifs de carrière. On parle d'une licence qui se loue environ 1 000 $ par année ou 10 $ par crédit d'utilisation. Au Québec, il y a environ 500 inspecteurs actifs. Actifs. Ça ne veut pas dire que tout le monde va les acheter non plus. Là. Fait que, au final, le gars de chef en toi a fait 1 plus 1, là, on ira pas loin. Après ça, si elle est au Canada, c'est à peu près 3 000. Canada, Amérique du Nord, c'est 15-16 000. Mais là, tu te dis, hey, 15-16 000 qui achètent toute ta licence, ça peut être intéressant. Mais là, où est-ce que ça devient vraiment compliqué dans ce domaine-là? C'est un domaine qui est très réglementé. Où est-ce qu'il y a plusieurs logiciels qui sont développés avec le temps dans plusieurs marchés, mais chaque marché, par exemple, au Québec, c'est une réglementation. En Ontario, c'est une autre réglementation. En Alberta, c'est une autre réglementation. En Colombie-Britannique, c'est une autre réglementation. Juste au Québec, pour donner une idée, j'ai 298 templates différents. Eh, Seigneur, écoute, c'est quelque chose, là. Puis, à part les langues, là, à part le français, l'anglais, puis d'autres langues que ça prend, là, écoute, c'est quelque chose. Exactement. Fait qu'aller à l'international, c'est un projet, je ne dis pas qu'on ne le fera jamais parce que je suis encore associé de la boîte, mais c'est un projet où est-ce que les coûts d'investissement, il me semblait être très énormes par rapport à les retombées économiques qu'on pouvait avoir dans le temps. Surtout avec des joueurs déjà bien établis aux États-Unis, avec des plus gros budgets que nous, avec des logiciels qui sont quand même très bien. Je me suis dit, on va devenir le leader de la francophonie bilingue, puis on va prendre ce part de marché-là. Puis c'est ça qu'on a fait. On a monté la business. Ça a été super bien. Puis vu que c'est un SaaS, on est devenu le leader du marché. Par la suite, le gain de nouveaux clients se fait relativement naturellement. Alors, j'étais à la recherche d'un nouveau projet. Puis c'est là l'histoire de l'imprimerie qui vient en ligne de compte. OK. L'imprimerie, là, on s'est rendu plusieurs années plus tard. Là, c'est 7-8 ans plus tard. Les formules d'affaires sont rendues moins fortes qu'ils ont déjà été.
Grosse décroissance de revenus. La relève n'était pas au rendez-vous ou est-ce qu'ils n'ont pas fait les meilleurs choix stratégiques. Ils ont choisi un bon marché, mais pas avec les bons équipements. Alors, ils sont allés dans le marché du labeling, des étiquettes en rouleau. Puis, c'est un super de beau marché avec des belles perspectives, mais la méthode de le mettre au marché, ça s'est vraiment mal fait. Alors, il est tombé avec une super de belle base de clients, qui est les mêmes qui achètent des étiquettes, mais avec une mauvaise mise en marché. Fait qu'il y avait une super de belle occasion de reprendre une entreprise qui était déficitaire. Puis une entreprise déficitaire, ça vaut pas beaucoup. Exact. Alors, on s'est entendu sur un montant, puis j'ai repris l'imprimerie avec un partenaire. Puis là, j'avais comme mission de repousser l'imprimerie. Puis c'était vraiment ça que je voulais faire. Quand j'ai tombé dans le marché, à la base, j'étais un gars de web, fait que aller dans l'impression, c'était comme illogique pour moi. Je pensais que c'était un marché qui allait mourir. Mais quand j'ai regardé les chiffres, Lucie, là, c'était juste hallucinant. Tu sais, t'envoies une infolette, les commandes se mettent à rentrer, le marché est en croissance pour tout le numérique, t'as le packaging, c'est fou la demande dans le packaging. Toute l'impression sur vêtements, c'est complètement... Moi, je me suis dit, on va devenir le premier imprimeur diversifié. Habituellement, tu fais affaire avec un imprimeur, il imprime une chose puis il fait faire tout en sous-traitance. Puis moi, je me suis dit, non, la sous-traitance, ça va de moins en moins bien parce que il y a une pénurie de stock, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Fait que quand tu envoies tes commandes en sous-traitance, tu ne sais pas comment c'est traité. 15% du temps, ça n'arrive pas comme tu l'avais prévu. Puis moi, je me suis dit, non, on va devenir l'imprimeur numérique en petite quantité qui fait tout. Que tu vas avoir. Nous, notre clientèle cible, c'est la très petite entreprise. Puis là, au début, je faisais des étiquettes, des enveloppes. J'ai fusionné avec une compagnie qui faisait du format géant. Alors, on faisait tout wrapping de voitures, Coroplast, tout ça. Par la suite, on a fait une acquisition d'une entreprise d'impression commerciale. Cartes d'affaires, flyers, etc. Livres. On imprime vraiment toute l'impression commerciale. Puis par la suite, on a fait une acquisition d'une entreprise dans le vêtement promotionnel. Puis ensuite de ça, on a fait... Hein? Excuse-moi, Anthony, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au lieu d'aller chercher des employés, tu as fait des acquisitions. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un chef d'entreprise qui pense comme ça. Un entrepreneur va penser à aller chercher des employés. Donc, tu as déjà ça dans ton ADN, là, de dire, moi, je veux, tu sais, si j'ai besoin de grandir, c'est des acquisitions qui vont faire que je vais grandir. En fait, le calcul était très simple à faire. Aller chercher un client, on va dire... je me rappelle plus des chiffres exacts qu'on avait calculés, là, mais on va dire que ça coûtait 500 $ aller développer un nouveau client. Si j'engageais un vendeur, fait que par nouveau client, ça me coûtait 500 $. Puis si je faisais une acquisition, par nouveau client, ça me coûtait 200 $. Puis moi, si je faisais une acquisition dans l'impression commerciale, j'allais chercher le client dans l'impression commerciale, fait que dans le premier facteur. Puis moi, je me suis dit, si je paye, on va dire 2 fois les profits de cette entreprise-là, on achète des petites entreprises. Fait que plus que l'entreprise est petite, plus que le facteur d'acquisition est petit dans notre domaine. Alors, quand tu achètes un solopreneur ou un entrepreneur à 1-2 employés, l'entreprise est très risquée sur les revenus de l'entrepreneur et sur l'implication de l'entrepreneur. Alors, les multiplicateurs des profits est plus faible qu'une entreprise à plusieurs employés. Alors, moi, je me suis dit, si j'achète des très petites imprimeries avec une belle clientèle, je vais être capable de rentrer la clientèle chez moi en payant 2 fois les ventes, exemple 2 fois les profits. Puis moi, je ne vais pas seulement lui vendre de l'impression commerciale, je vais lui vendre des vêtements, je vais lui vendre des Coroplast. Alors, moi, mon calcul, c'est de rembourser mon investissement en 6 mois. Et que je suis capable de m'auto-financer sans aller chercher de gros emprunts pour élargir notre bassin, pour que la journée qu'on soit prêt, on soit capable de faire une acquisition de plusieurs millions de dollars sur un compétiteur, mais là, qu'on va être capable de se financer parce qu'on va avoir assez grossi pour justifier une acquisition, puis on va savoir dans quel secteur qui est le plus rentable de faire l'acquisition. C'est dans le vêtement, c'est dans... Alors, c'est vraiment de cette façon-là qu'on a fait évoluer cette entreprise-là. Puis aujourd'hui, c'est une super belle entreprise.
On est rendu à une douzaine d'employés qui travaillent là en 4 ans. Fait que ça si je comprends bien, tu n'es pas tout seul, là, ton associé là-dedans aussi. J'ai 2 associés à l'intérieur de cette entreprise-là. Puis moi, je ne suis pas opérationnel de cette entreprise-là. Aujourd'hui, j'aide à la planification stratégique, j'aide au plan, j'aide aux ventes, mais je ne suis pas opérationnel au day-to-day dans cette entreprise-là. Puis c'est là que moi, ma passion, ça a toujours été d'aider les entrepreneurs. Puis l'imprimerie, c'est ça que je trouve, on travaille l'image de marque des entrepreneurs. Et je me suis dit, comment je peux avoir une plus grosse différence? Puis il y a 4 ans environ, j'écoutais Serge Beauchemin parler des dragons, puis il faisait, entre chaque émission, il expliquait pourquoi il avait investi, pourquoi il n'avait pas investi. Il donnait des conseils aux jeunes entrepreneurs sur comment ils pourraient améliorer leur pitch, comment ils pourraient améliorer leur entreprise. Puis moi, ça me faisait triper, c'était mon idole. Puis je me suis dit, hey, ça serait vraiment cool qu'on prenne toute cette information-là, puis qu'on la capsule, puis qu'on fasse un site web, qu'on rende ça disponible aux gens pour qu'ils puissent aller consommer le contenu. C'est de là qu'est venue l'idée d'Alias Entrepreneur. J'ai écrit un courriel directement sur la page contact de sergebeauchemin.com. Puis, j'ai tout présenté mon plan d'affaires super bien structuré. J'avais acheté le nom de domaine Inc. 101. J'avais fait un site web. J'avais fait un plan. Puis lui, au même moment, il avait acheté le nom de domaine Biz 101. Arrête donc. Puis, en cause que les noms de domaine étaient tellement proches que son adjointe administrative, Marianne, a dit « Hey, il faudrait que tu rencontres Anthony. » Puis, de fil en aiguille, on a eu quelques rencontres. Puis, on a développé Alias Entrepreneur de fil en aiguille. Alors, lui, il a développé beaucoup le projet de son bord. Puis, à un moment donné, il a eu besoin d'un leader du projet. Puis, il m'a appelé. Puis, je suis devenu le leader de ce projet-là. Puis, à cette époque-là, c'est un peu le même concept qu'il y a eu avec l'imprimerie que j'ai parlé avec la compagnie de tonte de gazon. J'ai fait une erreur majeure dans mon évaluation avec l'imprimerie. C'est dans une entreprise en croissance, il y a plusieurs défis, mais dans le domaine de l'imprimerie, c'est le délai qu'on se fait payer par les clients. Fait que je cherche le nom de la fois exact, là, mais nous, on achète nos fournitures d'avance. Alors, disons qu'on achète nos fournitures aujourd'hui, que j'ai un inventaire pour produire. Je soumissionne des jobs, je reçois les jobs. Fait que entre la journée que j'achète et que je produis, il y a environ 2 à 3 semaines de moyenne. Alors, on parle de on tient l'inventaire de 10 à 15 jours ouvrables. Puis ensuite de ça, on fait la job, on la ship, puis on se fait payer en moyenne en 45 jours. Ah, ça fait des délais là, sur les recevables. Exact. Fait que ça fait l'erreur que j'ai faite dans l'évaluation de ce projet-là, c'est un domaine que les jobs sont rentables, mais on a fait exploser le chiffre d'affaires. Alors, tous les profits, on les réinvestissait dans le fonds de roulement pour être capable de produire d'autres choses. Hein? Ben oui. Exactement. Le cash flow, en fait, qui était plus difficile. C'est ça. On a vraiment une guerre de cash flow, fait qu'on a coupé un peu dans nos salaires des administrateurs à ce moment-là. Puis ça fait un peu la même histoire où est-ce qu'on ne pouvait pas grossir beaucoup plus rapidement, à moins qu'on aille chercher un gros risque avec un financement externe. Qu'est-ce que, avec les connaissances d'aujourd'hui, j'aurais peut-être fait? Mais avec mes connaissances de l'époque, le marché, je n'étais pas encore convaincu que le marché de l'imprimerie, c'était le meilleur marché à investir à fond. Alors, à ce moment-là, quand j'ai eu une offre de Serge de rentrer dans le projet, je me suis dit, regarde, j'ai parlé avec mon partner, j'ai dit, je pourrais me sortir de l'imprimerie ou est-ce que je pourrais continuer au développement des affaires, continuer ma crédibilité, mais aller à fond dans un autre projet qui s'appelle Alias Entrepreneur. Puis nous, dans le domaine de l'impression, le plus gros fardeau, les imprimeurs qui réussissent pas, puis on a toutes à peu près des machines équivalentes, là, rendues à un certain niveau, c'est le réseau de contact. Alors, je me suis dit, je vais aller développer mon réseau de contact à la tête d'une entreprise qui s'appelle Alias Entrepreneur. Puis, de l'autre côté, ça va faire indirectement profiter mon entreprise d'impression du fait que je vais être plus mature, que je vais avoir un gros réseau de contacts, que je vais avoir des connaissances. Fait que de fil en aiguille, c'est exactement ça qui s'est présenté. À force de voir des entreprises, j'ai pu améliorer mes connaissances puis faire développer les organisations. Et aujourd'hui, je suis vraiment à la tête d'Alias Entrepreneur, qui est un média pour entrepreneurs.
Exact. Mais là, Anthony, dans Alias Entrepreneur, tu es associé, tu n'es pas salarié, là. Je veux dire, tu es quand même. Non, je suis associé, mais moi, je vois vraiment quand tu es dans une entreprise, peu importe laquelle, tu as 3 chapeaux. Tu peux avoir 3 chapeaux. Fait que moi, chez Alias, j'ai un chapeau de salarié. Fait que j'ai une paye pour exécuter un travail. Oui, fait que je suis payé pour travailler. Je suis payé pour créer le contenu, je suis payé pour faire le site web, je suis payé pour faire développer l'entreprise. Fait que j'ai un salaire. Fait que j'ai un chapeau de salarié. J'ai un chapeau d'administrateur aussi, où est-ce que je suis sur le conseil d'administration, j'aide à faire la vision, c'est moi qui challenge. Éventuellement, j'aimerais savoir un comité aviseur pour plus avoir ce rôle-là puis me faire challenger davantage. Mais ça, c'est éventuellement. Puis, tu as aussi ton rôle comme associé. Le seul avantage d'avoir des parts d'une entreprise, c'est qu'elle génère des profits puis avoir des dividendes ou la vendre un jour. Fait que ça génère pas. Il y a des stratégies que c'est pas. Bien sûr, l'entreprise fait surtout en technologie, là, que l'entreprise ne fasse jamais de profit, mais qu'on crée une grosse valeur avec, par exemple, si on prend l'exemple d'Alias Entrepreneur, notre stratégie pourrait être d'avoir la plus grosse base de données entrepreneuriale au monde, puis vendre cette base de données-là à quelqu'un qui peut la valoriser, puis nous, avoir fait des pertes year over year pendant 10 ans, mais notre BD vaut une fortune, puis on vend ça à quelqu'un externe. C'est un avantage d'être associé. Ou sinon, c'est moi, ma vision. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le risque. Alors, la première entreprise, comme je vous ai présenté, c'est une entreprise qui est très, très risquée. Moi, j'aime ça, avoir des entreprises à cash flow positif où est-ce que la croissance passe par les dividendes, passe par la génération de profit, puis passe par une autocroissance, alors qu'on est capable de s'autofinancer. Ça, c'est beaucoup plus ma vision que j'aime de l'entrepreneuriat. Puis ça, c'est des goûts, là. Il y en a qui adorent le capital de risque, puis aller skyrock. Fait que ça dépend vraiment juste de ta vision. Mais chez Alias, mon chapeau comme associé, c'est de m'assurer que l'entreprise fasse de l'argent, challenger les administrateurs sur pourquoi cette année on n'a pas fait d'argent ou pourquoi cette année on en a fait, l'année prochaine on va avoir les mêmes chiffres, c'est quoi la vision, c'est beau faire de l'argent aujourd'hui, mais dans 2 ans, c'est quoi qui va se passer? Puis c'est vraiment ça. Alors, oui, je suis associé, mais ça ne va pas avec le travail. C'est comme, pour moi, faut que tu mettes ton chapeau à prise de décision. Puis ça, c'est drôle que tu me poses la question, Lucie, parce que j'ai eu une discussion avec Serge là-dessus dernièrement. On a fait tout notre plan pour 2022-2023, où est-ce qu'on a négocié nos salaires comme gestionnaire. Et c'est là qu'on a eu une bonne discussion sur le salaire que tu gagnes, puis l'argent qui doit rester dans la compagnie. Puis ça, moi, je crois fortement que comme dirigeant d'entreprise, tu dois te benchmark sur le marché puis avoir un salaire représentatif de ton travail. Alors, il faut que tu te poses la question, aux conditions que je gagne aujourd'hui, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait prendre ma place demain matin? Exact. Alors, est-ce que je pourrais rester associé puis donner ma place à quelqu'un d'autre comme ouvrier? Puis est-ce que j'aurais quelqu'un qui voudrait faire mon travail? Puis si la réponse est oui, puis que l'entreprise génère de l'argent, ben là, tu as une super de belle entreprise parce que tu peux, garder l'entreprise, garder les dividendes que ça te donne année après année, puis mettre un gestionnaire en place. Ou tu peux tout simplement vendre ton entreprise parce que il va avoir tu es capable de prouver qu'il va avoir une pérennité dans ton entreprise. Puis c'est ça que je trouve super intéressant. Puis quand on se challenge, ça devient difficile de segmenter c'est quoi le salaire moyen dans mon industrie qui va faire que quelqu'un va venir. Puis j'ai-tu besoin du top gun? Alors j'ai-tu besoin de payer mon gestionnaire de façon plus que la compétition pour avoir le meilleur gestionnaire? Ou il y a des industries que c'est une guerre de coûts. Si je prends par exemple, je connais pas les salaires des gens dans cette industrie-là, mais si je prends un Walmart, exemple, j'aurais l'impression que les employés sont un petit peu moins bien payés parce que c'est une guerre de coûts. Pour vendre au plus bas prix, il faut gérer tes coûts. Exact. C'est un peu la philosophie que j'ai là-dedans. Fait que moi, je porte vraiment les chapeaux dans l'industrie. Quand je travaille, j'ai mon chapeau de salarié. Puis ça j'ai des disputes avec ma femme à ce niveau-là. Elle dit, ben, t'es le propriétaire de l'entreprise. J'ai dit, oui. Mais ça, mais non! Oui, mais ça, c'est ça. Mais ça, c'est pas une job
propriétaire, c'est une job du salarié, Anthony. Fait que moi, quand je travaille, que je fais quelque chose, je suis redevable envers l'entreprise. C'est l'entreprise qui m'engage. Alors, j'essaie de vraiment aller dans cette philosophie-là qui me permet de créer une entreprise et pas me créer une job, justement. Ben, écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, quand je fais mes formations, je dis toujours à mes entrepreneurs, ben, c'est comme une équipe de sport. Tu as le propriétaire, tu as le coach, puis tu as le joueur. Puis à un moment donné, ben, si tu veux juste être le coach, tu sais, le coach, il ne va pas prendre le bâton ou la balle, puis c'est pas lui qui va lancer, là. Il va mettre les meilleurs joueurs pour avoir la meilleure équipe pour aller où est-ce qu'il va aller. Puis fait que c'est le choix à un moment donné qu'un entrepreneur peut faire. Et comme tu dis, si tu n'es pas capable d'engager un joueur au juste salaire, parce que toi, tu travailles 50 heures par semaine, tu te prends 30 000 par année, ça ne marche pas, là. Il n'y a personne qui va pouvoir être joueur à ce moment-là. Puis là-dessus, Lucie, je vais te challenger. On dit que ça ne marche pas. Là-dessus, je ne suis pas nécessairement d'accord. Ça peut marcher sur une courte période de temps. Oui, oui. Donc, de l'investissement. Au début, tu vas faire de l'investissement de ton temps pour être capable de développer quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Sauf que si on rencontre le même entrepreneur 5 ans plus tard, puis il est encore au même stade, oublie ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Exactement. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, Anthony, tu sais, pour avoir travaillé 18 ans dans le domaine financier, je t'écoute parler, puis moi, ce que j'ai vu dans ces 18 ans-là, c'est des entrepreneurs qui ne maîtrisaient pas leurs chiffres financiers, qui ne maîtrisaient pas leurs finances. Et ce que je me rends compte depuis le début que tu nous parles, c'est que toi, les finances, a toujours fait une partie importante de ta vie, même au jeune âge. Et est-ce que tu dirais que c'est ça qui te donne un succès? Je dirais pas que c'est ça nécessairement qui me donne un succès, mais c'est ça qui me permet de ne pas me planter. Exact. Parce que quand on maîtrise nos chiffres, on est capable de maîtriser le futur et le prochain pas et la prochaine action. Donc, exactement. Puis c'est pour ça que je dis c'est ça qui me permet de ne pas me planter. Parce que pour moi, dans le succès, il y a une grosse partie de chance. Tu peux tout exécuter super bien. Tu peux faire ton lancement de la meilleure façon, tu peux avoir la plus grosse attraction, tu peux tout avoir. Mais si le timing n'est pas là, tu as beau être le meilleur dans tout ce que tu as fait, le timing n'est pas là, tu ne vendras pas. Maîtriser tes chiffres va te permettre à ce moment-là de te retirer au bon moment pour ne pas y laisser ta chemise. Alors, quelqu'un qui ne maîtrise pas ses chiffres, est-ce qu'il peut avoir un succès? Moi, je crois que, puis dans mon entourage, j'ai des super de bels exemples de gens qui n'ont aucune idée de leurs chiffres et qui font beaucoup d'argent. Alors, est-ce que tu peux faire beaucoup d'argent pendant une courte période de temps? Moi, je crois que oui, mais maîtriser ses chiffres, c'est une assurance que la journée que le vent va se tourner, tu vas être capable de le voir venir avant que ça soit grave. Alors, tu vas être capable de tirer la plug avant d'y avoir laissé ta chemise puis avoir fait couler ton entreprise. Alors, moi, je pense que maîtriser tes chiffres ne fait pas partie du succès, mais si tu ne maîtrises pas tes chiffres, ça va faire partie de ton échec. Et je te dirais que même maîtriser ses chiffres, ça l'amène aussi le fait que on peut, parce que moi je dis toujours, là, un chef d'entreprise, son rôle, c'est de définir le prochain pas de son entreprise et ça te permet de pouvoir faire le prochain pas plus rapidement. Donc, tu as plus de succès plus rapidement aussi. T'sais, oui, c'est vrai, le côté échec, j'ai vu tellement d'entreprises vivre de l'implosion parce qu'ils ne comprenaient pas le chiffre, mais pas du tout. Puis par contre, ben, des entrepreneurs qui maîtrisent encore plus leurs chiffres ben, sont capables d'aller plus vite parce qu'ils sont capables de savoir c'est quand le prochain pas que je vais faire dans mon entreprise. Donc, c'est intéressant ton point de vue par rapport à ça, là, puis ton expérience aussi au niveau financier, c'est que tu as toujours eu cette sensibilité-là de connaître tes entreprises au niveau financier. Fait que bravo, c'est quand même un beau cheminement. Est-ce que tu dirais que tu es né sur une bonne étoile? Je dirais qu'à date, mon parcours est assez straight que j'ai une partie de chance dans mon parcours, mais je te dirais que la partie travail est très présente. Tu sais. J'ai accepté des conditions que peu de personnes auraient acceptées sur une longue période comme que j'ai fait. Pour avoir mes parts dans la première entreprise, j'étais seulement payé à commission. Alors, on peut imaginer que quand tu rentres dans une entreprise en bas de 10 000 $ de chiffre d'affaires, que tu fais 20 % de commission, ça fait pas beaucoup, c'est pas beaucoup d'argent. Alors, il faut monter l'entreprise. C'est vraiment, je te dirais, ma plus grosse apprentissage, puis pourquoi que je dis que je suis né sur une bonne étoile, c'est que je l'ai appris assez rapidement parce que j'ai pas été bon à l'école, alors j'ai toujours dû travailler plus fort pour le même succès que les autres. C'est la persévérance.
Quand que j'avais un défi, je me disais, ben, j'imaginais plus tard, puis vu que je connaissais mes chiffres, je connaissais mon coût d'acquisition d'un client, je connaissais ma marge bénéficiaire brute, ma marge bénéficiaire nette, alors j'étais capable de suivre. J'étais capable de suivre mon forecast, puis pas juste les gros chiffres. Moi, je le fais toujours par département. Alors, je suis capable de savoir, OK, tel département, c'est quoi ma rentabilité, c'est quoi mon coût, puis c'est quoi mon gain. J'ai des départements qui sont break-even ou légèrement déficitaires, mais ce département-là me permet de propulser l'autre département. Alors, ça rentre dans mon coût marketing. Mais connaître ces chiffres, quand tu parlais, c'est ça qui me permet de prendre comme décision, c'est de savoir, OK, c'est où que si je mets du gaz dans la tank, je vais juste être capable d'aller plus vite, puis plus loin. Puis c'est vraiment là. Mais la persévérance, c'est ça qui je te dirais, ma plus grosse apprentissage jusqu'à maintenant. Puis Serge m'a appris, avant de travailler je dis pour Serge, avec Serge, c'est ma persévérance aurait pu m'amener à mon échec. Puis ça, je veux en parler ouvertement. Si je n'avais pas rencontré Serge, il y a beaucoup de... Moi, mon message que mon père m'a enseigné, puis que les gens dans mon entourage m'ont enseigné, c'est « Hey, il faut que tu travailles fort, il faut que tu travailles plus fort. Si ça va pas bien, il faut que tu travailles plus fort. » Mais la réponse, c'est pas de travailler plus fort et de travailler mieux. Alors, je vais juste donner un exemple concret. Tu peux travailler très fort en prenant des factures papier, en les intégrant dans un système comptable en tapant. Alors, je prends ma facture papier, je la mets dans mon système, je l'imprime, je la mets dans une enveloppe, je mets un timbre dessus, je l'envoie par la poste. C'est beaucoup d'efforts, là. Si tu fais 100 factures par semaine, fais le calcul de temps de l'avoir écrit à main, de l'avoir retapé dans l'ordinateur, de l'avoir imprimé, de l'avoir mis dans l'enveloppe. Puis au final, il n'y a pas un plus gros gain que la personne que dès qu'il a eu la commande, il a rempli le devis électroniquement. À la fin de la commande, il a pesé sur un bouton, ça s'est transformé en facture, ça y a envoyé par courriel, ça y a envoyé un lien de paiement direct, il a rentré le paiement, ça a fait ça fait la job du commis comptable en faisant la balance avec le compte puis tout, là. Il a pas travaillé, il a travaillé moins fort pour le même résultat. Alors, la persévérance, si je n'avais pas rencontré Serge, moi, j'ai été éduqué que j'ai travaillé fort, alors je devrais avoir un résultat. Alors, je valorisais beaucoup le travail. Puis maintenant, je valorise beaucoup l'automatisation puis la bonne prise de décision sur what's the next step. Comment que je peux faire pour, si je fais une job à tous les jours, là, si j'ai un employé qui fait une job ou si moi je fais une job qui prend du temps, comment je fais pour l'automatiser pour plus que ça prenne de temps, puis passer à la prochaine étape. Moi, c'est vraiment là-dessus. C'est là que je séparais la persévérance versus l'acharnement. La persévérance, c'est quand on a toujours un avancement. Si je regarde dans un an versus où que je suis aujourd'hui, est-ce que j'ai un avancement? La journée que tu n'as plus d'avancement puis que ton objectif, on va dire ton objectif, c'est faire 10 000 $ de profit par mois. Puis cette année, j'en fais 2 000. L'année prochaine, j'en fais 2 500. Ou l'année suivante, j'en fais 3 500. Puis j'ai toujours un avancement. OK, là, j'avance. C'est de la persévérance. Mais si cette année, j'en fais 3 000, l'année prochaine, j'en fais 1 500, puis l'année suivante, j'en fais moins 500, bien là, on va commencer à se poser, est-ce que c'est de l'acharnement? Tu as beau travailler fort, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Puis c'est vraiment là la différence. En fait, je te dirais que dans le développement de compétences que je fais avec mes entrepreneurs, on appelle ça de la gestion de risque. C'est qu'on évalue, c'était à quel moment le pire risque, on disait c'est assez, ça va faire. Puis, tu sais, c'est drôle ce que tu dis, l'amélioration continue. Tu sais, oui, on peut automatiser, mais c'est pour ça que j'ai parti d'ailleurs le club des 15 minutes. C'est que si on met 15 minutes par jour sur son entreprise avec les bonnes compétences, bien, on est capable justement d'améliorer son entreprise et d'être beaucoup plus loin l'année prochaine que cette année. Écoute, Anthony, un grand merci. Merci d'avoir accepté cette rencontre. On pourra discuter encore, me semble, pendant 1 heure. On dirait qu'on vient juste de commencer. C'est vraiment intéressant. Et si je te demandais, pour terminer, quel conseil donnerais-tu là, à nos entrepreneurs qui nous écoutent? Le conseil, je dirais, de se fier à son instinct. Je dirais, il n'y a rien de mieux que de se fier à son instinct, mais en mesurant. Alors, c'est le meilleur conseil que Adam me portait fruit pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je me fie à mon instinct, mais je mesure mon impact. Puis quand que mes chiffres ne suivent pas mes prédictions, je me pose la question et j'attends pas.
J'attends pas qu'il soit trop tard. Je commence, puis je regarde, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que le client m'appelle pas? Pourquoi que le client ne paie pas sa carte de crédit? Pourquoi que le client n'achète pas? Puis là, en ce moment, pourquoi que je me fais pas livrer? C'est où mes risques? Okay? C'est beau si à son instinct. Si mon instinct, c'est de commander en Asie mon stock pour avoir une grosse économie d'échelle puis aller attaquer un autre marché, ben si je me fais pas livrer à temps, il faut sonner les alarmes. Alors, fait que c'est vraiment ça, c'est de se fier à son instinct, mais en mesurant tout ce qu'on fait. Excellent. Là, Anthony, je suis sûre que la question va arriver par nos auditeurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver autant sur ton logiciel que sur ton imprimerie? On le retrouve où, Anthony, tes entreprises? Le plus simple, c'est LinkedIn. Anthony Saint-Cyr sur LinkedIn. Je suis présent à tous les jours. Je fais un post. Ça fait 60... Vendredi dernier, ça faisait 60 jours consécutifs que j'ai fait un post. Alors, c'est vraiment le meilleur endroit pour me retrouver. Sinon, j'anime un podcast, le podcast d'Alliance Entrepreneur. Vous pouvez me suivre à tous les vendredis. Je fais un nouvel épisode de podcast. Puis, sinon, allianceentrepreneur.com pour avoir du contenu pour les entrepreneurs. Bien, merci beaucoup, Anthony. Merci à vous, auditeurs, qui avez pris le temps de nous écouter. Merci de nous suivre à chaque semaine. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à Fais voyager ton entreprise. Et encore un grand merci, Anthony. Merci tout le monde. Merci à toi pour l'invitation. Un grand plaisir. Au revoir.